Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Gand-Wevelgem. Game. Je sais je dois faire le débrief du Tour de Catalogne également. Il y aura le débrief à travers les Flandres normalement aussi cette semaine. Gand-Wevelgem qui s'est décanté extrêmement tôt avec du coup de bordure, du vent. Enfin, comme une vraie bonne classique belge à l'ancienne, classique flandrienne. On va faire bien entendu le top, flop, le bilan des bleus. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Donc ça, c'est en toute fin de visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Ça, c'est pour des questions pratiques. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur français vous avez apprécié. Enfin, quel bleu vous avez apprécié, et puis quel coureur étranger également vous a plu, vous a déçu. Enfin voilà, marquez ce que vous avez pensé de cette course comme d'habitude. On commence tout de suite par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus. Alors, course qui a été un petit peu particulière. Gand-Wevelgem, ça s'est décanté extrêmement tôt si vous n'avez pas suivi la course. Ça s'est décanté après 70 km de course, un coup de bordure, 25 coureurs qui partent. Et grosso modo, on ne les a plus jamais revus. Ces 25 coureurs, il y avait notamment Sam Bennett qui a eu des petits soucis gastriques. Il y a eu Jérémy Lecros, il y a eu Cyril Lemoine, il y a eu Stephen Kung, il y avait notamment Michael Matthews, Van Aert. Voilà, coup mené par le team Bike Exchange qui a démarré ce coup de bordure. Je vais commencer avec Jérémy Lecros. Jérémy Lecros qui est un coureur de BNB Hotel. Très belle course de Jérémy Lecros. Pourquoi je le mets devant? Parce qu'avec Cyril Lemoine, il se retrouvait dans la bonne bordure. Pour se retrouver dans la bonne bordure, il faut être bon physiquement. Vous ne pouvez pas être moyen. Et pour Jérémy Lecros, c'est aussi une confirmation d'un bon résultat qu'on avait vu sur le Depan Tour. Il était également top 15. Deuxième top 15 sur une classique belge d'affilée. Puis là, une grosse classique belge, 250 km, Gand-Wevelgem, c'est long. Alors c'est pas la course la plus dure en termes de kilométrage pavé, par contre c'est long, 250 bornes. Là ça n'a pas débranché pendant 180 km, même voire déjà avant, parce qu'il y avait déjà eu des tentatives auparavant de coups de bordure. Ça roulait quand même à quasiment 44 à l'heure. Enfin 43-46, donc non pas quasiment 44 à l'heure, mais voilà, avec une bonne moyenne pour une course comme ça. Il faut avoir les capacités physiques de tenir, et bon voilà, il a fait le travail, il finit à 1,25 avec Greg Van Avermaet par exemple, avec Yves Lampaert, avec Oliver Nessen également qui était dans ce groupe là encore. Donc bon travail de la part de Jérémy Lecros. Il a failli prendre le top 10, il arrive quand même encore à sprinter dans le final dans ce petit peloton. Donc c'est bien, à battre Van Avermaet dans un petit sprint en petit comité à la fin d'une classique flandrienne, faut quand même y arriver. Donc on peut saluer cette performance de la part de Jérémy Lecros. Et je regardais un petit peu son palmarès à Jérémy Lecros, c'est pourtant pas il n'avait pas de résultats majeurs sur les flandriennes, le coureur français, qui a une carrière un petit peu particulière, il est passé dans de nombreuses équipes, Jérémy Lecros, mais 25 ans peut-être, certains coureurs arrivent à maturité bien plus tard que d'autres, et peut-être que dans son cas c'est à ce moment-là qu'il arrive à maturité, qu'il arrive à s'épanouir dans un certain format de course. Mais là très clairement il fallait avoir des capacités de baroudeur, il fallait avoir beaucoup d'endurance et savoir quand même passer les pavés aussi, surtout quand vous avez un certain Wout van Aert et Giacomo Nizzolo. Donc voilà, ça a été parce qu'il fallait quand même passer le Mont Kemmel 3 fois. Alors certes une fois en version allégée, mais les 2 premières fois c'était pas en version allégée. Donc voilà, faut le passer le Mont Kemmel. C'est quand même difficile. Donc voilà, il a réussi à faire ça. Donc voilà, je voulais saluer sa performance. Autre coureur au top, c'est Anthony Turgis. Alors toujours pas son équipe, parce que c'est vrai que Anthony Turgis, dans le final, il est encore assez seul quand même. Quand on voit sa formation, on a pas mal qui ont abandonné en plus dans le team Total Direct Energy. Bon, dommage qu'il se fasse avoir par le coup de bordure, mais aussi il faut être bien placé et il faut avoir une équipe solide autour de soi.
Ça n'a pas été son cas. Par contre, il est parti avec Van Baarle dans le final. Il fait quand même top 10 en n'étant pas dans le coup de bordure. Donc ça veut dire qu'il fait partie des 2 coureurs qui ont été les plus performants et qui n'étaient pas dans la bordure. Donc ça, on peut saluer cette performance-là. Et puis ça montre encore une fois un nouveau top 10 sur une classique flandrienne, sur une classique de très bon niveau. Encore chapeau Anthony Turgis, parce qu'il attaque à 20 bornes de l'arrivée, il se fait quand même 20 bornes dans le plat seul quasiment, parce que Van Baarle est revenu que sur la fin. Belle course de sa part, je crois que il a été avec les leaders, il a montré qu'il était solide aussi, et il était quand même souvent seul, ça aussi, alors c'est un petit peu dommageable parce que aujourd'hui, bien entendu, vous ne pouvez pas gagner une classique belge en étant seul. Ça, c'est impossible. Mais moi je suis assez... on voit que c'est un coureur, ça fait depuis 2-3 ans quand même, qu'Anthony Turgis, on le voit progresser d'année en année. C'est vrai quand il est arrivé, quand il est parti de la Cofidis, on voyait que c'était un coureur qui était intéressant, mais de là à se dire qu'il ferait 4e du Tour des Flandres, non, à ce moment-là. Parce que c'est un coureur sympathique, qui pouvait gagner des courses françaises, ou des courses de hors catégorie, mais pas forcément des World Tour. Et je pense qu'on a oublié un peu trop vite qu'Anthony Turgis, il avait quand même été médaillé au championnat du monde espoir. Alors certes, à une époque où les championnats du monde espoir, c'était plus la folie, mais quand même. Ça reste une performance d'être médaillé de bronze, surtout quand votre leader est champion du monde. C'est pas comme si c'était arrivé également à Adrien Petit. Adrien Petit, au niveau des résultats, ça a quand même été moins ça. Mais en Turgis, s'il y avait une équipe plus solide autour de lui, je pense qu'il serait en capacité de faire de meilleurs résultats. C'est dommage, c'est que son équipe, si on prend Total Direct Energy, si je regarde un petit peu les résultats de cette formation, Van Gestel fait... Ah si, non, j'avais oublié Van Gestel qui fait 19. Et oui, parce que je me disais bien que quand il était parti, il y avait un autre Total Direct Energy avec lui, mais Petit, Terpstra finissent à 11 minutes 24, et puis Godin, Soup et Boissonhagen ont abandonné. Donc un petit peu compliqué quand vous êtes à 2 ou 3 de faire un très bon résultat. Je continue avec les flops du côté des Français. On va commencer avec AG2R. On paye pas Van Avermaet pour qu'il finisse 12e. On paye Jérémy Lecros pour qu'il fasse... on le paye pas assez cher, Jérémy Lecros, pour qu'il fasse 11e. Par contre, Van Avermaet, on l'a payé pour être leader. Ils se sont fait complètement avoir AG2R. Et c'est là où je disais, lors de ma présentation de cette équipe, j'avais dit, c'est bien de recruter des grands coureurs. Après, il va falloir que les directeurs sportifs comprennent comment marchent les classiques flandriennes. Et c'est là où on voit que ça manque encore de culture de classique flandrienne dans cette formation, parce que le coup de bordure, ils se font complètement avoir. Ils ne doivent pas se faire avoir par ce coup de bordure-là. Et que ça soit Van Avermaet, que ça soit Nezen et les autres coureurs de la formation AG2R, il doit y en avoir un dans le premier peloton, et il n'y en a pas un dans le premier peloton. C'est là où je suis assez déçu pour cette équipe, parce qu'ils doivent être plus performants dans ce genre de tentative. Alors après, ils ont roulé fort. C'est l'équipe qui a mené, je pense, un petit peu la poursuite, avec De Koninck à un moment, mais De Koninck c'était assez... c'était encore difficile à comprendre tactiquement, cette équipe. On reviendra du côté des flops. Mais ils ne doivent pas se faire avoir. Vraiment, ils ne doivent pas se faire avoir aussi facilement par un coup de bordure. Et c'est là où il va falloir encore travailler tactiquement du côté des directeurs sportifs. C'est bien d'avoir des bons coureurs. Je suis quand même un peu rassuré sur l'état de forme de Van Avermaet, parce que j'étais un petit peu inquiet. J'ai l'impression je m'étais dit, est-ce qu'il n'est pas, sur le déclin, Van Avermaet? Ça n'a pas l'air d'être encore le cas. Malgré tout, techniquement, ils doivent être plus au point. Parce que, oui, si tu pars avec 1 minute de retard, forcément, un Van Avermaet ne peut pas battre un Wout van Aert. C'est impossible aujourd'hui. Donc, il va falloir travailler dans ce domaine. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur de la course. Vainqueur, on peut dire incontesté de cette course, Wout van Aert. Je dirais pas qu'il avait le coude à la portière, mais pas loin quand même sur la course. Il a maîtrisé
grâce également à un grand Nathan Mandai-Donc, il faut le dire, son équipier qui a fait un sacré travail. Mais ça a été vraiment très bon. J'ai oublié, je suis en train de me dire, j'ai fait les flops francophones, j'ai oublié de parler d'Arnaud Démare, je l'avais mis en flop. Bon, c'était juste pour rappeler que Arnaud Démare, on vient de comprendre quand même, je l'avais déjà vu sur Kurn Bruxelles-Kurn, que ce n'est plus un coureur de classique. Pour revenir à Wout van Aert, voilà. Du côté de Wout van Aert, il a été tranquille, quoi. Il a magnifiquement manœuvré dans le final. Ils ont magnifiquement manœuvré à deux pour virer Sam Bennett, qui n'était plus au top de sa forme, mais pour virer 2-3 coureurs dans le final. Bon, voilà. Après, il fallait encore battre quand même Matthews, Colbrelli, Trentin. Mais Trentin en avait beaucoup trop fait avant, je trouve. Il fallait battre Nizzolo, qui pour moi était le plus dangereux de ce groupe-là pour Wout van Aert. Après, sur le sprint, le problème c'est que Nizzolo il part 6ème du groupe. Donc forcément, tu peux pas battre Wout van Aert. Il fallait être dans la route de Wout van Aert. Et en stratégique, donc, il n'a pas été vraiment mis en difficulté sur cette course. Il a roulé à sa main, ce qui semble assez incroyable. Après, en même temps, je rappelle, il manquait quand même pas mal de coureurs. Van Der Poel n'était pas là. Julien Alaphilippe non plus. Donc, quand vous n'avez pas les deux plus gros adversaires de Wout van Aert, après, on s'aperçoit que c'est quand même un tour en dessous. Alors, malgré tout, maintenant, Wout van Aert, il a la pancarte pour le Tour des Flandres et il va avoir la pancarte également pour Paris-Roubaix, si Paris-Roubaix a lieu en avril. Ce qui semble de moins en moins être sûr vu la situation sanitaire en France. Mais Van Aert, oui, il a fait du magnifique travail. Voilà. Et puis saluer quand même Nathan Van Hooydonk qui a aussi facilité la course de Wout van Aert. Mais le dernier passage au Mont Kemmel, j'ai l'impression qu'il montait comme à l'entraînement. Van Aert, il monte vraiment tranquille. Il a été très intelligent pour pas non plus se retrouver seul. C'est-à-dire quand il monte le Mont Kemmel, on va dire à sa main, il laisse faire Trentin, donc il sait que Trentin est très fort, mais Trentin n'arrive pas à faire la différence non plus. Il voit que Nizzolo est fort, il voit que Bennett est pas top physiquement, je pense déjà à ce moment-là. Il jauge ses adversaires dans le Mont Kemmel. Et en même temps, il fait tout pour pas que ça aille trop vite, parce qu'il sait que seul, il aura plus de difficultés à contrôler sur les 35 km de plaine, parce qu'on rappelle que sur Gand-Wevelgem, vous avez 35 km tout plat. Après le dernier passage au Mont Kemmel, et il savait que avec Van Hooydonk il pourrait contrôler beaucoup plus facilement, et c'est ce qu'ils ont très bien fait, avec parfois Van Aert qui faisait des cassures pour casser le rythme de ses adversaires. Enfin voilà, vraiment une très belle journée pour Van Aert. Je continue avec Colbrelli, que j'ai mis en numéro 2, Colbrelli. Ça fait du bien de revoir Colbrelli quand même, je me disais ça à l'arrivée avant de regarder la fin du match de l'équipe de France, qui était un petit peu une purge. Colbrelli, ça faisait depuis combien de temps qu'on ne l'avait pas vu aux avant-postes, véritablement acteur d'une course? Il devait faire 1 an et demi au moins. Parce que l'année dernière, Colbrelli, je ne l'ai pas vu du tout de la saison. Donc c'est bien de le revoir aux avant-postes, Sonny Colbrelli. C'est ce qu'on attend de lui, d'être présent sur ce type de parcours. C'est quand même un des meilleurs grimpeurs au niveau des sprinters, et pourtant on le voyait trop peu sur des étapes comme ça, sur des parcours de Flandrienne. Et là, il a montré que si, il peut passer sur les parcours de Flandrienne. Il sait le faire. Est-ce que ça va débloquer quelque chose en lui? Peut-être, mentalement, mais surtout ça va lui redonner de la confiance, parce que Colbrelli, encore une fois, ça faisait depuis quelques temps qu'on ne le voyait plus, et qu'il s'était presque mué en équipier du côté de la Bahreïn. C'est-à-dire, on l'avait vu travailler énormément sur le Tour de France. On l'avait vu travailler beaucoup, et sur toutes les courses, on va dire, où il y avait un grimpeur, je le voyais se mettre au service des grimpeurs, alors que lui, il n'avait pas d'équipier, alors que Colbrelli, c'est quand même un leader, normalement.
dans cette formation. Ça doit être un coureur au moins protégé, peut-être pas un leader incontestable, mais au moins un coureur protégé. Et c'était pas le cas aujourd'hui dans cette équipe. Donc c'est là où je trouvais que c'était un petit peu dommageable. Là, on a retrouvé le Colbrelli que j'avais apprécié quand je l'avais découvert du côté de la Bardiani à l'époque, où il m'avait impressionné. Donc voilà, on a retrouvé, j'espère, le vrai Sonny Colbrelli, et j'espère que ça tiendra un petit peu dans le temps. Je continue avec qui ? Je continue avec Giacomo Nizzolo, encore présent sur une classique flandrienne, Nizzolo. C'est pas qu'un sprinter, Nizzolo. On le cantonne peut-être un peu trop à ce statut de sprinter, mais c'est quand même un coureur qui est pas mal sur les classiques flandriennes. Alors là, il a aussi profité du fait que ça se soit décanté très tôt. Mais c'est un coureur qui a quand même une énorme endurance, ce qui, je trouve, il n'utilise pas suffisamment sur ses sprints. Parce que quand vous avez un sprinter qui va tenir 180 km d'une course comme ça, où ça a quand même eu un gros rythme, c'est un sprinter qui doit être capable de tenir 400 mètres. Qui doit être capable de sprinter à la Alexander Kristoff. Et aujourd'hui, Nizzolo, il sprint à la marque Cavendish, aux 200 mètres. Alors, il est bon, hein, il a été champion d'Europe, champion d'Italie, en sprintant de cette manière. Mais, en sprintant de plus loin, il pourrait battre ses adversaires. Et quand on a la caisse, aujourd'hui, très clairement, de Giacomo Nizzolo, on doit être capable de sprinter de plus loin. Là, aujourd'hui, il se fait avoir, erreur stratégique dans le final, il se met trop loin dans la file des coureurs. Il est 6ème, je crois, dans la file des coureurs, 5 ou 6. Van Aert est 2. Ouais. C'est, je pense, celui qui a le plus de vitesse, mais quand tu pars de si loin, t'as 4-5 vélos à remonter en taille. Forcément, Van Aert, c'est quand même pas un branquignol non plus derrière. Donc c'est un peu trop compliqué de ce côté-là. Mais il a fait quand même du bon travail aujourd'hui, Wout van Aert. Nizzolo, il a fait ce qu'il fallait faire. Donc voilà, je salue la belle course de Giacomo Nizzolo, voilà, qui a encore montré qu'il était en capacité de gagner des Flandriennes. C'est un coureur qui... c'est difficile encore de déterminer les limites, je trouve, de Nizzolo. Quand il est motivé, par contre, hein, c'est un coureur, quand il n'est pas motivé ou quand il est un petit peu en méforme, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Mais j'ai du mal encore à déterminer s'il n'est pas en capacité d'aller chercher une course comme l'Amstel aussi, Nizzolo. Est-ce que c'est pas un profil qui se rapproche de Michael Matthews plus que d'un sprinter, je dirais, basique ? C'est une question qu'on pourrait se poser. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais faire assez vite. Je vais commencer avec Michael Matthews. Pourquoi Michael Matthews ? Vous allez me dire, je mets quand même en bonnet d'âne un mec qui a fini 5ème de l'étape. Enfin, de la course, pardon. Parce que 5ème, vu la tentative qu'ils ont réalisé les Bike and Change, c'est quand même pas cher payé. Quand tu mets 4 hommes dans un groupe de 25, tu dois pas finir 5ème, quoi. Et puis même son sprint est quand même pas... Enfin voilà, c'est le dernier des sprinters du groupe. Derrière lui, il y a Stefan Kung, qui est absolument pas sprinter, et Van Hooijdonk. Il se fait quand même battre par tout le monde. Et depuis le début de saison, et même l'année dernière, Michael Matthews sur les sprints, c'est pas se taper le cul par terre quand même. Il y a eu peu de grands résultats sur les sprints de Michael Matthews en 2020 et 2021. Vous pouvez me le citer dans les commentaires si vous avez un bon résultat de Michael Matthews sur un sprint sur cette dernière année et demie. Est-ce que c'est peut-être un peu comme Sagan aussi, hein. Sagan, bon là il a gagné au Tour de Catalogne, mais sinon c'était un petit peu compliqué. Peut-être un peu sur le déclin, peut-être un peu moins de capacité à changer de rythme. Mais j'ai l'impression qu'on n'a plus le Michael Matthews qui était capable d'aller chercher l'Amstel. Très clairement. J'ai l'impression qu'on a un Michael Matthews qui est un ton en dessous cette année. Et l'année dernière déjà également. Donc c'est vrai que là, le résultat est quand même peu satisfaisant. Encore une fois, sur un sprint où on était en petit comité. Il finit quand même derrière Colbrelli, derrière Trentin, qui en avait beaucoup fait, Matteo Trentin. Derrière Nizzolo, normalement, il doit être en capacité de finir devant au moins Colbrelli et Trentin. Peut-être pas devant Nizzolo, mais au moins devant Colbrelli et Trentin.
Et là, il en est loin. Et puis, quand il déclenche son sprint, j'ai regardé un petit peu le ralenti, j'ai l'impression que ça tourne les jambes, mais que ça n'avance pas. Et ça, c'est un petit peu frustrant de ce côté-là. Je continue avec la Deceuninck Quick-Step. Comment on peut maîtriser le Grand Prix E3 et totalement foirer Gand Wevelgem? Ça fait vraiment le yo-yo, cette équipe, et je trouve que tactiquement, cette année, c'est dur à suivre. Hein. Là, ils ont Sam Bennett devant. Bon, d'accord, c'est ton sprinter, Sam Bennett. Déjà, t'as qu'une carte devant, et puis Sam Bennett, sur les pavés, on ne l'a jamais vu. Alors, ils sont quand même pas mauvais sur les pavés, hein, Sam Bennett, parce que, bon, en étant malade, le Mont Kemmel, le dernier passage, il l'a quand même fait. Hein. Et pourtant, physiquement, ça allait déjà pas top hein, au niveau du ventre. Mais bon, la Deceuninck aurait dû revenir sur ce coup de bordure. C'est quand même incroyable que autant de coureurs comme Yves Lampaert ou d'autres de la Deceuninck se soient fait avoir par ce coup de bordure. C'est pas normal. Ils doivent être en capacité de revenir, tu vois. Stibart, Ballerini aussi finit très très loin. Et là, tu te dis qu'il y a un moment, ils se sont courus après. Ils ont voulu faire... Enfin, chaque coureur a voulu revenir, mais tout seul. Ils n'ont pas couru en équipe, la Deceuninck, sur Gand Wevelgem. Et c'est un petit peu dommageable. Ils auraient dû être beaucoup plus... Enfin, ils avaient le collectif pour être forts, mais ils n'ont pas couru en étant collectif, en jouant collectif. Et c'est là où ils se font avoir complètement sur la course. Donc c'était à eux de rouler de manière collective, de manière en rang serré, j'ai envie de dire. Et là, ils ne l'ont pas fait. Donc après, ils vont être tristes parce que les résultats n'ont pas suivi. Mais en même temps, quand tu cours de cette manière, tu ne peux pas avoir de grands résultats. Ça, c'est clair et net. Et puis, je termine avec la Lotto. Là encore, la Lotto, mais c'est depuis le début de saison. La Lotto, on ne les a quasiment pas vus chez Lotto Soudal. Enfin, là, vous en avez que 3 qui finissent la course. De Gengolf, Frison, Van Moer. Van Moer, je sais pas trop comment on doit dire. Van Moer, peut-être. Bren Van Moer. Kluge, Vermersch. Voilà, on va réussir à faire les noms. Et Philippe Gilbert et Jasper De Beest ont tous abandonné. C'est inquiétant pour Philippe Gilbert parce que depuis le début de saison, il est nulle part. Milan-San Remo, il n'était pas là. Sur les classiques de début de saison, il n'était pas là non plus. De Gengolb, j'ai l'impression que c'est le grand de Gengolb. C'était avant de se faire renverser par une voiture que depuis il n'a pas totalement retrouvé son niveau. Donc c'est un peu compliqué. Et après, quand tu vois l'effectif, tu vois que l'effectif est limité pour les pavés. Tu vois que l'effectif est même limité dans beaucoup de domaines parce que tu enlèves Caleb Ewan. La Lotto, il faut qu'il y ait Caleb Ewan. Hein. Si Caleb Ewan se blesse 6 mois dans l'année, ils finissent dernier du classement World Tour. Hein. C'est dommageable parce que c'est une équipe qui, j'ai l'impression, n'a pas réussi à passer la transition vers les gros budgets. C'est une équipe qui, je pense, aujourd'hui, d'avoir l'un des plus petits budgets du World Tour, alors que la Lotto, il y a 10 ans, quand le World Tour a été lancé il y a 10-15 ans, à l'époque de l'Auto Predictor, par exemple, c'était l'équipe qui avait quasiment l'un des plus gros budgets. C'était une armada sur les Flandriennes à l'époque. Mais même déjà, à ce moment-là, ils ne gagnaient pas sur les Flandriennes. C'est vrai que la Lotto a très peu de victoires sur les Flandriennes, quand vous regardez, hein, sur les 20 dernières années. Ils ont souvent été placés, mais rarement gagnants. Mais là, ils sont même plus placés. Quand votre sponsor est belge, ça fait quand même mauvais genre, on va dire. Donc il va falloir retrouver des couleurs, mais est-ce qu'ils sont en capacité de retrouver des couleurs? Ça, c'est une bonne question, mais pour moi, la Lotto n'est pas bien. Et en même temps, quand tu vois les transferts, c'est inquiétant. Hein. Le recrutement cette année de la Lotto, ils ont recruté beaucoup de coureurs, et beaucoup de jeunes coureurs. Donc aujourd'hui, ils doivent se faire de l'expérience, et j'ai l'impression que cette année, ça va être une année de transition. Peut-être encore 2022 sera une année de transition, que cette équipe commencera peut-être à regagner avec d'autres coureurs que Caleb Ewan, qu'à partir de 2023. Et puis Philippe Gilbert,
Est-ce qu'à 38 ans, on est encore en capacité de gagner des grandes courses? C'est une grande question. Mais Philippe Gilbert, depuis le début d'année, pas grand-chose. Et j'ai envie de dire que Philippe Gilbert, depuis la chute contre le parapet, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Hein. Et je parle de Froome assez régulièrement, de dire Froome n'est pas à son niveau. Et aujourd'hui, on le dit, après le Tour de Catalogne, on peut encore plus le dire, même si j'ai pas fini de le regarder. Je peux vous dire que Chris Froome, c'est déjà pas top de ce que j'ai vu. Philippe Gilbert, on peut se poser également la même question. Hein. Fracture de la rotule, c'est une fracture importante, à un âge avancé, c'est pas facile de s'en remettre aussi. Donc est-ce que Philippe Gilbert a encore la capacité de gagner des grandes courses? C'est une question que je me pose de plus en plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo également si vous pensez qu'elle peut plaire à votre entourage. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.